1967, le disque Sgt. Pepper's annonce une ère nouvelle pour les Beatles. John Lennon et le groupe de Liverpool paradent aux côtés de personnalités sorties de leur panthéon personnel. La distribution est impressionnante et inattendue, avec entre autres Bob Dylan, Karl Marx, Laurel et Hardy, Lewis Carroll, Edgar Poe, William Burroughs ou encore Marilyn Monroe. Un peu plus loin, au-dessus d'un Marlon Brando en casquette, Dylan Thomas. Premier poète moderne à vivre et à finir sa vie en pop star. Premier poète du siècle à rencontrer autant de fans que de lecteurs, via les performances publiques, le micro-sillon et la radio. Il est une idole de toute une jeunesse d'avant-garde. La légende dit que Robert Zimmerman est devenu sur scène Bob Dylan après avoir adopté le prénom du poète gallois. Dylan Thomas, mort brutalement à 39 ans, le 9 novembre 1953, à New York. Officiellement, des suites d'une intoxication alcoolique ayant atteint les cellules du cerveau. Mort après avoir achevé sur le territoire américain une épuisante série de performances poétiques. Écrire de la poésie me fait littéralement mal. Je sens mes muscles se contracter tandis que j'essaye d'extirper, à partir des mots qui tourbillonnent autour de moi, des phrases pour expliquer comment le système stellaire des morts est vu le long de la tige d'une fleur. Quand les mots viennent, je les détache si délibérément de leurs associations vivantes que seul demeure dans les mots la mort. Well, Dylan was chameleon-like. I can express it only that way. That he suited himself to the medium, the circle he was in, and he would give them whatever they expected of him, required of him, but at the same time there was a real Dylan beneath it all. The two things separated in a tragic way. He couldn't bring these two things together. Dans le Mabinogion, le grand livre des légendes celtes, un enfant aux cheveux d'or tombe comme un fruit du ventre d'une vierge sous les yeux de son père, le roi magicien Mat, qui dit « Son nom sera Dylan ». En juillet 1914, au Covent Garden de Londres, la légende devient opéra, Dylan fils de la vague. David Jones Thomas, le père du futur poète, assiste à la représentation. Il est lui-même descendant d'un barde gallois, fameux au XIXe siècle, Gwilym Marley. Peut-être un double signe du destin, au moment même de donner un prénom à son fils, Dylan Marley Thomas, né le 27 octobre 1914 à Swansea. Je suis né dans une grande ville galloise au début de la Première Guerre mondiale. C'était une ville affreuse et merveilleuse qui rampe et qui s'étale tout au long de la courbe superbe d'une grève, où de jeunes vauriens, des enfants de pêcheurs et des vieillards issus de nulle part écumaient la plage, flânaient et pataugeaient, regardaient les navires passer en direction des docks, s'éloigner à toute vapeur vers les merveilles des Indes, la magie de la Chine, des pays étincelants d'orange et rugissant de la rumeur des lions. Nous écoutions des prédicateurs invectiver la mer comme si c'était un cri honteux de monter et de se retirer de la sorte, frangés de cheveux blancs, le ventre plein de poissons. This day winding down now at God's speeded summer's end, in the torrent salmon sun, in my sea-shaken house on a breakneck of rocks, tangled with chirrup and flute, froth, flute, fin and quill at a wood's dancing woof. By scummed starfish sands with their fishwife cross gulls, pipers, cockles and sails, out there crow-black men tackled with clouds who kneel to the sunset nets. J'ai écrit 2 lignes par heure, j'ai écrit des centaines de poèmes et sur chacun, je me suis cassé la tête pendant des heures. Prologue, écrit tout au long de l'année 1952, poème testament et retour aux sources du pays de Galles, au temps des vacances scolaires à Fernhill. Le matin, je m'éveillais d'un rêve où des chevaux fougueux parcouraient une plaine jonchée de meubles et où des géants pareils à des nuages galopaient sur 6 montures à la fois en les fouettant avec des draps de lit enflammés. Campagne entre mer et collines,
dans le comté de Carmarthen, berceau de sa famille maternelle, hanté par les formes archaïques de la culture celte, intense religiosité, entretenue par des prédicateurs au lyrisme tonnant et fortement teinté de panthéisme. Les sermons, prêches et retraites, l'élan vers les splendeurs naturelles sont les seules distractions de ces cultivateurs rudes et pauvres, paysans jugulés dans leurs appétits par les injonctions terrifiantes de leurs pasteurs. La nature est le verbe, de la parole à la poésie, le pas est vite franchi par le jeune Dylan. After the feast of tear-stuffed thyme and thistles, in a room with a stuffed fox and a stale fern, I stand for this memorial's sake alone, in the snivelling hours with dead, humped Anne, whose hooded fountain heart once fell in puddles round the parched worlds of Wales and drowned each sun. Les premiers poèmes que j'ai connus furent des comptines, et bien avant d'être en mesure de les lire, j'en adorais les mots, rien que les mots. Les femmes de la maison, Florence, sa mère, Nancy, sa sœur de 8 ans son aînée, se relaient pour lui faire la lecture. Enfant chétif, venu au monde après un frère mort-né, Dylan reste souvent alité, abusant de son statut d'enfant roi du haut de sa chambre tourelle au 5 Camden Keen Drive sur les hauteurs de Swansea. Les oreilles dans les tourelles entendent, les mains grondent sur la porte, les yeux dans les combles voient, les doigts sur les loquets. Dois-je ouvrir ou rester, seul jusqu'à l'heure de ma mort, hors de la vue des yeux étrangers, dans cette maison blanche, main, tenez-vous poison ou raisin? Quand le père fait aussi la lecture à son jeune fils, son épouse intervient parfois. Voyons, ne lui lis pas du Shakespeare, il n'a que 4 ans. Et lui, oh, il comprendra, et de toute façon il en restera toujours quelque chose. Dès l'âge de 9 ans, Dylan décide d'être poète, peut-être pour répondre inconsciemment au désir de son père, qui lui avait renoncé à l'être. Le seul bon moyen de retenir Dylan à la maison, dira sa mère, c'était de lui donner du papier et des crayons. Il montait aussitôt dans sa chambre et il écrivait sans fin. Parfois, il questionnait sa sœur. « Qu'est-ce que je vais écrire à présent ?» Et elle, agacée, « Je ne sais pas, moi. Tiens, écris donc quelque chose à propos de l'évier. » Et il l'a fait. Le parc était un monde au cœur de la cité marine, proche du lieu où je vivais, si proche que les soirs d'été, j'entendais les voix des enfants plus âgés qui jouaient sur le remblai jonché de papier. Il y avait le parc, riche en terreurs et en trésors. Ses dimensions étaient modestes, mais il y avait des allées plantées de grands arbres très vieux, dont les troncs rabotés par nos escalades portaient nos prénoms gravés, et autant de cachettes de cavernes et de forêts qu'une de ces contrées de l'autre côté de la mer. The hunchback in the park, a solitary mister propped between trees and water, from the opening of the garden lock that let the trees and water enter, until the Sunday sombre bell at dark, eating bread from a newspaper, drinking water from the chained cup that the children filled with gravel in the fountain basin where I sailed my ship, slept at night in a dog kennel, but nobody chained him up. 1925, Dylan Thomas a 11 ans. Il entre à la Swansea Grammar School où son père enseigne l'anglais, seule matière qui le passionne vraiment. La première liberté et la plus importante qui me fut jamais accordée fut de pouvoir lire tout ce qui me plaisait, et je lisais sans discrimination, les yeux hors de la tête.
Jamais je n'avais imaginé qu'à l'intérieur d'un livre, pareil ramdam pouvait se produire, ni dans les mots, pareille tempête de sable et bourrasque glacée, pareil rire énorme, tant de lumière étincelante, aveuglante pour un esprit tout frais, éclaboussant les pages de ces millions d'éclats qu'étaient les mots, et j'écrivais sans fin des imitations, Sir Thomas Browne, Blake, Marlowe, la Bible, Poe, Keats, Lawrence, Shakespeare. Ces cahiers d'exercice recueillent la rêverie poétique. Light breaks in straight lines, la lumière brille en ligne droite, devient 10 ans plus tard le premier vers d'un poème célèbre. À l'enseignement académique, il préfère la lecture buissonnière dans la bibliothèque non conformiste de la famille de Daniel Jones, ami d'enfance et camarade de jeu. At 11, we were really very much concerned with words. They absorbed our lives, more or less. And we came together as friends and shared this concern with words in the form of word games, which ranged from the lowest level, you might say, of taking lines of verse from a hat and putting them together, hat poems, to more serious endeavors. In those poems, I wrote the odd number line, and he wrote the even number line, and we made the rule that we didn't criticize each other's lines. And it is extraordinary the variety of poetry we produced in this way. For example, it ranged from the beautiful, the gentle, to the brittle and the hard. La chanson du chien méchant. Premier poème publié en décembre 1925 dans le journal de l'école. 4 ans plus tard, à 15 ans, seules les activités extrascolaires l'intéressent. Il est nommé directeur de la revue, il écrit presque toutes les rubriques et anime le groupe théâtral de son collège quand il daigne assurer la représentation. Comédien né, il gage son talent par un comportement souvent fantasque. He looked, someone once said, like an unmade bed. But nobody could be so unkind as Dylan's description of himself. Listen to this. Above medium height, for waves I mean, 5 feet 6.5. Snub nose, curly, mouse brown hair, one front tooth broken after playing a game called Cats and Dogs in the Mermaid Mumbles. Speaks rather fancy, truculent, plausible. A bit of a shower-off. +4s and no breakfast, you know. A bombastic, adolescent, provincial bohemian with a thick, knotted artist's tie made out of his sister's scarf. She never knew where it had gone. And a cricket shirt dyed bottle green. A gabbing, ambitious, mock-tough, pretentious young man. And moly, too. Not much pretension about that, was there? Not quite the vision that Augustus John had of him. He saw through to the innocent cherub beneath. Plus vieux, Dylan Thomas se présente ainsi. Je suis gallois, je suis ivrogne, je suis amoureux de la race humaine, surtout des femmes. Le clown et le génie semblent inséparables en lui. Le premier, séduit par une étourdissante liberté dans le rire, cachant une violence et un désespoir infinis. Le second impose le respect et l'émotion, même si nul ne comprend parfois le sens de ses strophes. Dans ses mémoires, Un reste de vie à tuer, sa veuve Caitlin souligne l'horreur superstitieuse de Dylan pour tout ce qui était philosophie, psychologie, analyse critique lorsqu'on essayait d'interpréter quelques vers obscurs de sa poésie. Dylan se jetait à terre, s'entortillait dans le tapis, et cela finissait toujours par un sommeil bruyant.
Les pensées et les actions émanent du corps. La description d'une pensée ou d'un acte, si obscur soit-il, peut être imagée, traduite en termes de corps, chair, peau, muscles, veines, glandes, organes, cellules ou sang. C'est par ma petite île cernée d'os que j'ai appris tout ce que je sais. J'utilise le paysage de l'île pour décrire le paysage de mes pensées, le séisme du corps pour découvrir celui du cœur. Emmuré moi aussi dans une tour de mots, je trace sur l'horizon qui marche comme les arbres, les profils verbeux des femmes et dans les parcs ceux des enfants aux gestes d'étoiles. Certains me sont dictés par les voyelles des hêtres et d'autres par les voix des chênes et par les notes enracinées dans plus d'une province épineuse. Certains me sont dictés par les paroles des eaux. « 1931, le Rimbaud de Camden King Drive, comme il s'autoproclame non sans ironie dans une lettre à son ami le poète Vernon Watkins, quitte définitivement le collège. Il a 17 ans et ne fait qu'entériner un absentéisme chronique mis à profit pour se réfugier dans sa chambre tourelle et construire par accumulation des palais baroques d'écriture, de métaphores mêlées tirées des ténèbres de l'inconscient. Je tiens une bête sauvage, un ange et un fou en moi, et mon problème est de les subjuguer et de les vaincre. 1933, journaliste au Evening Post depuis 1 an, il quitte son emploi, vit chez ses parents et membre du Swansea Little Theatre qu'il abandonne brusquement en 1934. Il prend l'habitude de s'alcooliser. Un médecin qui le croit atteint du diabète lui donne 4 années à vivre. Ses meilleurs amis sont partis. Le peintre Alfred Janes à Londres, le musicien Daniel Jones à Budapest. Dépressif, Dylan Thomas arpente Swansea en solitaire. Les poètes vivent, marchent, accompagnés de leurs poèmes. Un voyant n'a besoin d'aucune compagnie. Il a 20 ans. Tout conduit à le mettre en état de voyance. Il est habité par des visions à la William Blake. Il écrit à Pamela Hansford Johnson, poétesse et amie, « L'homme qui a dit pour la première fois « Je vois la rose » n'a rien dit. Mais celui qui a dit « La rose me voit » énonça une vérité merveilleuse. He was writing to me mostly, and indeed nearly all my letters are concerned with it, about his own craft. And he was inconceivably sophisticated young man. He knew exactly what he was doing from the very beginning. He had no doubts about himself. He often thought he was going wrong, taking the wrong turning, but he had no doubt that in the end he was going to be a very important poet. 1934-1936, début de la notoriété. Victor Neuburg, rédacteur en chef du Sunday Referee, un peu effrayé mais enthousiasmé aussi par ces mots sortant de leur gond, publie des poèmes signés Dylan Thomas. Ces textes voisinent avec ceux d'écrivains déjà renommés. 18 poèmes, premier livre publié en 1934, suivi 2 ans plus tard par 25 poèmes. Cette année-là, il découvre Logarn, petit village de pêcheurs à l'ouest de Swansea. Le coin le plus étrange du pays de Galles, dit-il. Un refuge entre 2 tourments. C'est aussi l'année de son premier scandale public. Il est accusé de pornographie pour son poème « Light breaks where no sun shines », La lumière surgit où nul soleil ne brille, publié dans le magazine officiel de la BBC. La lumière surgit où nul soleil ne brille, où nulle mer ne s'étend, les eaux du cœur répondent leur marée. Et, fantômes brisés avec des vers luisants dans leur tête, les choses de lumière percent la chair où nulle chair ne couvre les os. Une chandelle dans les cuisses chauffe jeunesse et graines et brûle les graines de l'âge. Où nulle graine ne remue, le fruit de l'homme se déplie dans les étoiles, aussi brillant qu'une figue. Où il n'y a pas de cire, la chandelle montre ses mèches. Quand ce forçat du langage ne travaille pas à sculpter le sens et la musique de ses phrases, il effectue de fréquents et épuisants allers-retours entre Swansea et Londres. Il intrigue les cercles littéraires. L'influent poète et critique T.S. Eliot demande à le voir. Il croise le peintre Francis Bacon, lecteur assidu de ses poèmes. Rencontre le critique et collectionneur John Davenport, qui l'aidera plus tard. Participe à l'exposition surréaliste de 1936, sans pour autant se laisser annexer par le mouvement. Et quand il en a assez de la bohème londonienne et de ces horribles explosions d'alcoolisme qui le submergent parfois, il rentre au pays de Galles.
He did drink very much for effect at that time. It was very strange. I remember that he would fake it. I've been sitting with him in the Six Bells, and we'd had something very modest, like a pint apiece during the whole evening, very modest. Then gone out into the street, met some of his friends, and Dylan would immediately have played drunk. It was somehow a romantic thing to be. But he did dwell an awful lot, as it was fashionable at that time, and much more fashionable, of course, at the turn of the century, for the idea of death, worms, graves, epitaphs. It was always an idea very much in his mind, sometimes because he genuinely got hypochondriacal and felt he was ill, but mostly because it was a very romantic idea. I think this is very important, and the awful tragedy is that the romance became so much the reality. À propos de cette existence du moment, Dylan Thomas note « Femme, alcool, bohème, trop de bavardage, pas assez de travail ». Sa réputation grandit. La revue New Verse le sollicite. À la question « Qu'est-ce qui vous distingue d'un homme ordinaire ?» il répond « Seulement le fait d'utiliser la poésie comme moyen d'exprimer les motivations et les forces présentes chez tous les hommes pour essayer de sortir des ténèbres et trouver un peu de lumière. » One lunchtime, I'd come back from the office and went into the Victoria Arms for my pre-lunch drink. Dylan had been staying the night. He was busily talking to the barman in a grumbly sort of a way. He didn't see me come in. And I heard him saying to the barman, who knew nothing about poetry, little chits of girls, I've spent my life and everything I've got trying to write poems, and little chits of girls say, I eat the wind and I drink the rain. I could have written that if I'd had the time and been able to concentrate enough. Little chits of girls. And then he turned round and he saw me and was rather apologetic, because it was my daughter Delia who had come into the house while he was waiting for the pubs to open and had said, are you the man with poems in his head? And he said, well, I suppose I am. And she said, I have a poem in my head. What is it? Said Dylan, very courteous as he was to children. I eat the wind and I drink the rain. The pubs were open and Dylan fled in the dudgeon of a master. C'est aussi dans un pub londonien qu'il rencontre en mars 1936 Caitlin McNamara, jolie fille d'aristocrate irlandais, apprentie danseuse aux Folies Bergères, modèle du peintre Augustus John. Elle est subjuguée par le génie poétique de Dylan Thomas. Il a 23 ans. Elle l'épouse le 11 juillet 1937. 17 ans d'amour fou et d'orage, souvent public. Une vie de bohème, sans le sou, sans vrai domicile, sauf chez leurs parents. Et à Logarne, plus tard, grâce à des amis généreux. 17 ans à jouer les enfants terribles, appliqués à briser les conventions, à grand renfort d'alcool partagé. J'aimais ce goût, cette mousse blanche et pétillante, l'éclat cuivré de ses profondeurs, le monde qui se dressait soudain derrière ce ruissellement roux sur les parois du verre, la coulée rapide jusqu'aux lèvres, la lente déglutition au creux du ventre avide, le sel sur la langue, l'écume au coin de la bouche. Il ne boit jamais quand il écrit, mais le reste du temps, un poète, dit-il, est poète durant une fraction si infime de sa vie, il se leste littéralement d'alcool, comme le scaphandrier chausse les semelles de plomb. At poor peace I sing to you, strangers, though song is a burning and crested act, the fire of birds in the world's turning wood for my sawn splay sons. Out of these sea-thumbed leaves that will fly and fall like leaves of trees and as soon crumble into the dog-dayed night. « 1939, parution de The Map of Love, la carte du tendre, qui rassemble poèmes et nouvelles publiés en revue. Ces œuvres sont éditées simultanément en Grande-Bretagne et aux États-Unis. The World I Breathe, Le monde que je respire, et Portrait de l'artiste en jeune chien, titre hommage au roman autobiographique de Joyce, et dans lequel Thomas réinvente en prose ses souvenirs d'enfance et de poète en devenir.
Les souvenirs d'enfance sont sans ordre et sans fin. Dylan Thomas est alors le plus connu des jeunes poètes, le plus isolé aussi dans la littérature anglaise. Son langage est unique. Il est déjà à part à 20 ans. La plupart des écrivains actuels agissent en groupe, comme les gangsters, avec cette différence qu'ils ne chargent pas leur mitraillette avec des balles, mais avec des petits pois. Pour le couple Caitlin-Dylan, les 3 années d'avant-guerre avaient été celles d'une bohème fauchée mais librement choisie. La guerre les contraint à un nomadisme forcé. Un fils, Llewellyn, et une fille, Iron, sont nés. Toute la famille fuit les bombes pour se réfugier à la campagne. Myself, the grievers, grieve among the street burned to tireless death. A child of a few hours with its kneading mouth, charred on the black breast of the grave the mother dug, and its arms full of fires. Begin with singing, sing, darkness kindled back into beginning, when the court tongue nodded blind. A star was broken into the centuries of the child, my selves grieve now, and miracles cannot atone. Déclaré inapte aux armes, Dylan Thomas revient régulièrement dans la capitale londonienne pour y chercher de maigres subsides. Il est engagé en 1940 par la Strand Film pour écrire des scénarios de documentaires et de fiction. Il aime ce nouveau travail, prolongé après-guerre, et entrevoit peut-être une autre carrière dans le cinéma, qu'il affectionne. Il envoie une lettre à son grand-oncle. L'autre soir, je suis allé voir un très beau film, l'un des meilleurs que j'ai jamais vu, Dumbo, de Walt Disney. Quand le papier se fait rare, Thomas recycle les livres. Il manque de tout, mais travaille avec acharnement. Scripts radiophoniques, nouvelles, poèmes. Il ne revisite plus ses écrits de jeunesse. Il met en chantier d'autres poèmes, qui s'ajoutent à la petite centaine de textes qui composent son œuvre poétique. Time passes. Listen. Time passes. An owl flies home past Bethesda to a chapel in an oak, and the dawn inches up. Stand on this hill. This is Lladrygib Hill. Old as the hills, high, cool and green, and from this small circle of stones, made by the Druids for a come to visit Milkwood. 1944, il commence la rédaction de sa grande œuvre radiophonique, Under Milkwood, au Bois lacté. Cette chronique met en scène 24 heures d'un village imaginaire typique du pays de Galles, fortement inspiré de l'Augarn, où se croisent les vivants et les revenants. I must make my herb tea, which is free from tannin. And have a charcoal biscuit, which is good for me. I may smoke 1 pipe of asthma mixture. In the woodshed, if you please. And dust the parlour and spray the canary. I must put on rubber gloves and search the peak for fleas. I must dust the blinds, and then I must raise them. And before you let the sun in, mind it wipes its shoes. Devenue un classique de la radiodiffusion puis du théâtre, cette pièce est portée à l'écran en 1971 par Andrew Sinclair. Au générique, Richard Burton en récitant, Peter O'Toole en capitaine au long cours devenu aveugle, qui se remémore le temps de ses amours avec la plus jolie fille du pays, Rosie Probert, jouée par Elizabeth Taylor. My easy as easy, my true sweetheart. Tomcat. Tomcat. One voice of all he remembers most dearly as his dream buckets down. Lazy, early Rosie. In that gulf and haven, fleets by the dozen have anchored for the little heaven of the night. Quack twice and ask for Rosie, Jack. Bloody good value. Hey, Tom, there's $1. But she speaks to Captain Napping Cat alone. Rosie Probert is the one love of his sea life that was sardined with women. What seas did you see, Tomcat?
tomcat. In your sailoring days long, long ago, what sea beasts were in the wavery green when you were my master? I'll tell you the truth. Seas barking like seals, blue seas and green seas covered with eels and mermen and whales. 1946, parution de Death and Entrances, Mort et entrée, et collaboration intense avec la BBC comme lecteur diseur de mots, les siens sous forme de contes ou ceux des autres, poésie, nouvelles, théâtre. 1949, un peu de répit pour le ménage, naissance de Colm, troisième enfant, installation définitive à Logarn, dans la Boathouse, achetée pour eux par Margaret Taylor. Mais à peine installé en famille, Dylan Thomas rêve d'ailleurs. En Amérique, même par le froid le plus glacial de l'hiver, l'affluence était toujours irrésistible. Toutes les salles étaient trop petites. Et finalement, à Brooklyn, on donna à l'écrivain une église comme salle de conférence. C'est du haut de la chaire que Charles Dickens lut les aventures d'Oliver Twist. Au milieu du XIXe siècle, Dickens, dont Thomas lisait et relisait les œuvres, enchaînait les tournées dans le Nouveau Monde. Un siècle plus tard, Dylan Thomas s'en ira lui aussi en Amérique propager la musique mystérieuse de la poésie. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Though wise men at their end know dark is right, because their words had forked no lightning, they do not go gentle into that good night. Good men the last wave by, crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light. « 20 février 1950, John Breenin, admirateur de longue date, accueille Dylan Thomas à l'aéroport de New York pour près de 40 lectures triomphales dans les universités du pays. À Beverly Hills, le poète rencontre Charlie Chaplin. Un jour, note Chaplin dans ses mémoires, un ami me téléphona pour dire que Dylan Thomas désirait faire notre connaissance. Nous répondîmes que nous serions enchantés. Un peu plus tard, dans la soirée, quand on sonna, j'ouvris la porte et Dylan Thomas s'écroula dans le couloir. 1 ou 2 jours plus tard, il vint dîner et il eut un comportement plus normal. Il nous lut un de ses poèmes d'une voix de basse sonore. Je ne me souviens pas des images, mais le mot « cellophane » brillait comme le reflet du soleil dans ses vers magiques. Il arrive en Amérique précédé par sa réputation de poète visionnaire. Il repart en acteur de sa propre légende. Le retour au Pays de Galles est difficile. Les disputes avec Caitlin se multiplient. Elle supporte mal la nouvelle carrière de Dylan, à ses yeux plus showman entouré d'admiratrices que poète, le grand poète qu'elle avait épousé et tenait à garder intact sur son piédestal. Il écrit « Do not go gentle into that good night » n'entre pas sans violence dans cette bonne nuit, en hommage à son père mourant, et prologue qu'il finit difficilement. 2 textes qui figurent dans les Collected Poems dédiés à Caitlin. 1952, seconde tournée aux États-Unis. Caitlin s'embarque avec Dylan, peut-être pour le préserver comme elle a toujours fait d'une certaine façon de sa tendance à l'autodestruction. L'atmosphère de kermesse qui règne à chacune des apparitions publiques de l'écrivain sépare un peu plus les amants terribles. Un témoin raconte « Dylan se levait difficilement en se balançant d'un pied sur l'autre comme un petit enfant qui récite. Il lâchait alors le pouvoir malicieux de sa voix, elle le transformait et nous dérobait tout pouvoir critique. Elle nous livrait à sa puissance évocatrice quasi surnaturelle. Elle communiquait la splendeur, la terreur et la simplicité de son univers. » La version du conférencier mythique telle que Dylan Thomas la rapporte aux auditeurs de la BBC est différente.
Tard ce soir-là, dans ma chambre, je noircis une page de mon journal avec un récit confus mais cinglant de ma première conférence en Amérique. C'est un cauchemar. Je suis pris en chasse à travers d'interminables et obscures forêts par une admiratrice qui brandit un plateau de martini et d'affreux poèmes lyriques, les siens, qu'elle veut à tout prix me lire. Décès de son père en 1952, puis de sa sœur en 1953. L'Amérique le réclame à nouveau. Igor Stravinsky l'attend à Los Angeles pour un projet d'opéra qui ne verra jamais le jour. Été 1952, John Drennan, devenu son agent aux USA, se déplace à Logarne avec la photographe Rollie McKenna pour préparer un livre qui sera posthume sur Dylan Thomas et sa terre d'inspiration. Brennan le pousse également à terminer Under Milkwood, sa pièce radiophonique commencée plusieurs années auparavant. La première lecture publique, avec Dylan Thomas en récitant, a lieu le 14 mai 1953 à New York. Pour commencer par le commencement, c'est le printemps, une nuit sans lune dans le petit bourg, nuit sans étoiles et noire de Bible. Les rues aux pavés ronds sont silencieuses, et le bois bossu, bois des amoureux et des lapins, boitille imperceptiblement jusqu'à la mer, noire prunelle, noir corbeau, agité de bateaux de pêche. Les maisons sont aveugles comme des taupes, encore que les taupes voient très clair cette nuit reniflant dans le velours des vallons. Aveugles comme l'aveugle Captain Cat, là, au centre assourdi de la ville, près de la pompe et de l'horloge municipale, où les boutiques sont endeuillées et la salle des fêtes en voile de veuve. Juin 1953. Bref retour à Logarne. L'état de santé du poète, qui n'a pas 40 ans, se dégrade. Attaque de gouttes, perte de connaissance. Il continue de se présenter comme l'homme le plus ivre du monde. Endetté, harcelé par le fisc, il décide de retourner en Amérique pour une 4e série de performances et un fabuleux contrat à la clé. New York, le 20 octobre 1953, répétition de la dernière version de sa pièce. Dylan wasn't a director, didn't pretend to be, and because he was the narrator, and because he is just an instinctively marvelous actor, and if he, I heard at one point that he wanted to be an actor and he would have been a marvelous actor, and as the first voice, as the narrator, he would set each scene for us so vividly that you just knew somehow, just by the way he had set up the scene, what you had to follow in your part of the play. I don't remember his ever giving us any other direction except, as Seda said, love the words. And that was all he ever told us. That was the only thing he ever told us to do. Give him Celopods and lock him in the dock. Off to the reformatory. Off to the reformatory. There with a slipper on his BTM. Waldo! Waldo! What are you doing with our Matty? Give us a kiss, Matty Richards. Give us a penny, then. I only got a halfpenny. Lips is a penny. Will you take this woman, Matty Richards? Dulcie Sotherow. Effie Bevan. Lil the Glue Pot. Mrs. Flutter. Blodwyn Bowen. To be your awful wedded wife? No, no, no! Dylan Thomas est au plus mal. Ses malaises le reprennent. Un médecin lui fait des piqûres pour le maintenir en état de jouer. Le 25 octobre, ultime lecture de Under Milkwood, plus de 1000 personnes envahissent le Poetry Center. On the last afternoon that we gave Under Milkwood, when he was desperately ill, we didn't think that we would be able to do the last performance because he was so ill. But he said he wanted to do it, and he said he would be all right. The doctor gave him a shot of something, and he seemed to recover. We got on stage in our respective stools, and the spotlight came on him, and he was very pale and very ill, and I know whatever nerves we had as actors were completely gone because we were all just so feeling for him. And I think that's probably one of the greatest theatrical moments I've ever known in my life. That when that light came up on him, sick as he was, all the lights came on, and it was the most beautiful, inspiring,
fantastic performance he ever gave of the play. 28 octobre et 1er novembre, entre deux crises de délirium très minces, lecture de poèmes au domicile d'un ami new-yorkais et au City College. 3 novembre, au Chelsea Hotel, Dylan Thomas signe un contrat enfin lucratif pour d'autres lectures. Il quitte l'hôtel, y revient, il est totalement épuisé. 4 novembre, au milieu de la nuit, le poète se précipite hors de sa chambre pour se rendre au White Horse Tavern. Il s'écroule dans la rue. Il est transporté au Chelsea Hotel, puis à l'hôpital Saint-Vincent de New York. Il sort par intermittence du coma. « Je vois des souris blanches et des roses » sont les derniers mots qu'il prononce selon Liz Rethel, sa compagne américaine. Dusk was folding the park around like another darker snow. Soon the bell would ring for the closing of the gates, though the park was empty. The park keeper walked by the reservoir where swans had glided on his rounds. I walked by his side and asked him my questions, up the swathed drives, past buried beds and loaded, utterly still, furred and birdless trees, towards the last gate. Oh, yes, yes, I knew him well. He used to climb the reservoir railings and pelt the old swans. Run like a billy goat over the grass you should keep off of. Cut branches off the trees. Carve words on the benches. Pull up moss in the rockery. Go snip through the dahlias. Fight in the bandstand. Climb the elms and moon up the top like an owl. Light fires in the bushes. Play on the green bank. Oh, yes, I knew him well. I think he was happy all the time. I've known him by the thousands. We had reached the last gate. Dusk drew around us and the town. I said, "What has become of him now?" Dead? The park keeper said. Dead. 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 Quand Dylan Thomas meurt le 9 novembre 1953, on découvre dans la poche de son veston un papier jauni plié en 4. Depuis l'enfance, il conserve sur lui ce trophée. Une coupure du journal local qui le montre victorieux à 12 ans d'une course à pied. Son premier succès public.